Bon, il y a 2 semaines, on parlait d'un truc tout mignon, tout tendre, tout doux avec Insomniac. Bah là c'est simple, c'est tout l'inverse. Coucou les geekouniou, aujourd'hui on va découper, on va tailler en rondelles, trancher dans le lard et manger des chimichangas. C'est le moment de faire place à la massacrologie de Deadpool dans Supplément Geek. J'étais lecteur de Spidey, évidemment, mais aussi des X-Men, et j'avais bien entendu déjà lu le fameux Civil War, ou encore House of M, et fraîchement découvert les Avengers vs X-Men. Et là, fin 2014, je découvre Deadpool Massacre Marvel, et par la même occasion la collection Marvel Dark chez Panini Comics. C'est instantanément devenu un de mes personnages Marvel favoris. Le gars avait décalqué la tronche de tous les super en un album et avec une désinvolture affligeante. Je connaissais déjà le personnage, mais pas plus que ça, il était un méchant, sans vraiment l'être, dans un jeu vidéo Spider-Man. On le voyait apparaître aussi chez les X-Men, sans vraiment réussir à faire partie de leur équipe, et bien sûr, avant d'incarner Deadpool dans ses films à lui, Ryan Reynolds l'avait déjà joué dans X-Men Origins Wolverine, une version qu'on préfère tous ranger dans un tiroir et jeter la clé à la poubelle, voire même l'enterrer bien profond à des kilomètres sous la terre. C'est moi qui ne m'y étais pas intéressé parce que, flemme je pense, mais le personnage existe depuis fort longtemps. Sa première apparition datant de 1991 dans Les Nouveaux Mutants de Rob Liefeld et Fabian Nicieza. Ça fait donc 12 ans quand même que je lis du Deadpool, et c'est pourquoi aujourd'hui ça me fait énormément plaisir de vous parler des massacres de notre trublion favori. Et aujourd'hui, on va revenir sur cette histoire du bavard aux épées. Alors c'est quoi exactement cette massacrologie ? C'est simple. On prend notre zozo au costume rouge et noir, on trouve une excuse pour qu'il défonce tout le monde, et on se laisse porter par ses frasques meurtrières. Pour que ce soit clair, et que je ne donne pas 1 million de dates, blablabla, je vais parler en date de sortie américaine. Je ferai un point ultra rapide à la fin, ce sera vraiment plus clair. En vrai, tout commence en 2012 avec Deadpool Massacre Marvel. Le personnage existait déjà, bien sûr, mais un gars qui était en place chez Marvel l'a pris en main et s'est dit que c'était le moment de l'emmener vers de nouvelles sphères. Des sphères sanglantes, méchantes et bêtes, mais tellement satisfaisantes. Et ce gars, c'est Cullen Bunn. C'est donc un scénariste américain qui a un pied dans le grand public Marvel DC et un autre pied dans l'horreur, le fantastique, le macabre. Il écrit tout le temps sur des sujets ultra variés, il maîtrise la gymnastique du changement de ton, mais son vrai plaisir, c'est le macabre. D'ailleurs, son premier comics notable, c'est en indé, ça s'appelait The Damned, qui commence en 2006, et on trouve déjà un côté horrifique là-dedans. Pour résumer, c'est des familles de démons qui font du trafic d'âmes, normal, et leur trêve va être mise à mal suite à la disparition de l'un d'eux. Assez vite, il va signer chez Marvel, d'abord sur Immortal Weapons en 2009, puis il va faire la rencontre de Deadpool et faire ses premières armes, tranchantes, avec une histoire courte, Mouth of the Border, dans Deadpool 1000, qui n'est pas du tout le 1000e numéro, c'est juste une blague un peu nulle d'éditeur, qui nous perd clairement dans les chiffres, mais qui visiblement les fait marrer. Il a juste après écrit une histoire complète, toujours avec notre idiot préféré, dans une série intitulée Deadpool Team Up, où Deadpool fait équipe avec pléthore de personnages, et dans celui de Cullen, c'est avec Ben Grimm, ou La Chose, l'homme-pierre des Fantastic Four, qu'il fait un duo. Il aura aussi écrit sur Avengers, X-Men, Captain America, Spidey et bien d'autres, et surtout, il a fait un magnéto, un run vraiment très apprécié qui est bien cool. D'ailleurs, il passe de Marvel à DC avec une aisance déconcertante. Je savais même pas que c'était possible de faire ça, puisque en même temps, il sort aussi des Superman Batman, une série longue sur Sinestro, une autre sur Lobo, et j'en passe. À côté, il ne lâche pas non plus ses propres créations, ou des projets indés, puisqu'il va continuer à sortir sa série multi-récompensée de Six Gun, qui prendra fin en 2015. Il est vraiment trop peut-être, je sais pas, prolifique. Ultra prolifique. Selon Comic Vine, il est crédité sur plus de 1500 numéros de comics. Je sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi lire, je conseille très fortement Bone Parish. On retrouve son goût pour la mafia, mais aussi pour l'horrifique, en suivant une famille de la Nouvelle-Orléans qui deal une nouvelle drogue à base de cadavres, et le tout sur fond de vaudou. Et récemment, il écrit aussi des romans, mais là,
on s'éloigne. Et donc en 2012, au milieu de tout ça, il va revenir à Deadpool avec le titre que j'ai déjà cité, Deadpool Massacre Marvel. Et la magie va opérer. Cullen a trouvé un filon parfait. Prendre un personnage déjà borderline et le pousser au-delà du bord jusqu'au point où ça devient une expérience de lecture. C'est pas juste c'est marrant, c'est plutôt oh non. Voilà, c'est exactement ça. Là, on va parler de ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, la folie de Wade Wilson et sa capacité à tuer jusqu'à ses propres créateurs. Et c'est donc avec l'aide de Dalibor Talajic au dessin que Bunn va commencer le carnage. Deadpool, déjà bien atteint, si vous avez déjà lu un de ses comics, il y a toutes les voix dans sa tête, et puis souvent, il y a nous, puisque sa particularité, c'est qu'il brise le 4e mur, comme on dit. Et bien là, il bascule encore plus profondément, après une thérapie qui tourne mal. Et hop, une nouvelle voix dans sa tête qui lui donne une idée simple, éliminer tout l'univers Marvel. Il attaque méthodiquement, parce qu'il est fou, mais il a des skills, aussi bien héros que vilains, et va détourner leurs faiblesses, et transformer chaque icône en scène de slasher. En vrai, même John Wick, il a pas autant d'idées pour supprimer qui que ce soit, et ils vont tous y passer, en commençant par les 4 Fantastiques. Plus il avance, plus le récit devient méta, Deadpool comprend qu'il est un personnage, un jouet narratif, et il veut mettre fin au spectacle. C'est du gore bien absurde, mais aussi une satire cynique de la violence super-héroïque et de notre voyeurisme de lecteur. Et on va pas ouvrir le débat sur les comics, les animés et les jeux vidéo rendent violents, c'est stérile et réducteur, sauf quand c'est pour faire ce genre d'histoire, où oui, avouons-le, on prend un malin plaisir à voir certains héros qui parfois ont l'air intouchables se prendre une belle raclée bien méritée. Cullen Bunn a été pas mal critiqué après la sortie de ce titre, certains trouvent que c'est bâclé, d'autres diront que c'est bas du front, moi je trouve ça récréatif. Ça m'a fait rire, et franchement on avait besoin de ça pour sortir un peu du sérieux qui s'est abattu sur les comics entre 2005 et 2015. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Bah oui, si Wade Wilson peut tuer tous les personnages de Marvel, pourquoi ne pourrait-il pas tuer les classiques de la littérature ? Et c'est donc, quelques mois plus tard, en janvier 2013, cette fois accompagné de Matteo Lolli, que Cullen Bunn va donc s'en prendre aux Mousquetaires, Moby Dick, Dracula, Scrooge, Frankenstein, et j'en passe encore. Toujours accompagné de sa nouvelle voix qui campe dans son cerveau malade, Deadpool découvre que son précédent carnage a ouvert une brèche vers les classiques de la littérature. Il va donc tout simplement s'attaquer aux héros, aux monstres, comme s'ils étaient des super vilains. Réécrire les intrigues à coups de sabre ensanglantés et de punchlines bien sentis. C'est de la parodie avec un soupçon de gore et d'hommage. Deadpool commente le récit, joue avec les codes des livres et pousse son délire destructeur jusqu'à vouloir finir ses histoires pour de bon. Il croise des figures iconiques et massacre le patrimoine littéraire, et c'est encore ultra jouissif. Oh oui. Finalement, on le voit comme fou, mais ça reste le seul à être conscient de sa condition, et c'est encore plus vrai dans ce tome, puisqu'il sait qu'il est lui-même une création, et c'est justement ça qui le rend dingue. Je dois dire que je préfère les dessins de ce tome, je trouve que c'est plus précis, et les couleurs vont super bien avec le côté historique des monuments que ça attaque, au figuré comme au sens propre du terme. Même dans l'histoire, c'est mieux écrit, totalement décomplexé, et il y a un truc qu'on doit dire, c'est que les super-héros n'existeraient pas sans les classiques. Alors forcément, quand le mercenaire s'en prend à eux, on se rend compte qu'ils sont limite plus difficiles à abattre. Et c'est pas fini. De juillet à octobre 2013, sort Deadpool Massacre Deadpool. Cette fois-ci avec Salva Espin sur les gribouillis. À pas confondre avec Epstein, ou Epstein selon comment vous voulez le prononcer. Là c'est Espin. Rien à voir. On touche pas la culotte des autres personnes. Et là, niveau dessin, c'est encore très cool. Un peu plus cartoon parfois, mais ça fonctionne très bien. Cette fois, après avoir trucidé ses camarades super-héros et découpé en 1000 morceaux la littérature, Wade se dit qu'il reste un problème plus coriace que les Avengers et plus collant qu'un roman victorien, lui-même. Et là, ça devient un délire multiversel où des versions alternatives de lui-même vont débarquer, chacune plus improbable que la précédente, et le grand nettoyage de printemps va pouvoir commencer. Sauf que là, il n'aura pas un Swiffer, mais des katanas. On prend la même recette, on change quelques ingrédients et c'est reparti. Une pincée de mauvaise foi, un soupçon de méta, une louche de gore, quelques gouttes d'hémoglobine, une bonne dose de variante et une pincée de folie. Et comme le dit Duncan MacLeod, il ne pourra en rester qu'un. Là, ce qui est sympa, au-delà du concept qui pourrait sembler rébarbatif, c'est de voir les différentes versions de Deadpool, qu'on retrouve d'ailleurs en partie dans le film Deadpool et Wolverine. On a du Panda Pool, Tête Pool, qui est juste une tête qui parle, Barbe d'abeille Pool, oui, je ne déconne pas, Doc Pool, bien sûr, et Lady Deadpool et Kid Pool, évidemment.
Et encore une fois, j'en passe et des meilleurs. J'en passe beaucoup dans cet épisode. Bon, là, on a un changement majeur quand même. On commence sur la Terre 616, qui est la réalité réelle, si je puis dire. C'est l'univers de référence où se déroulent la plupart des histoires de Marvel, par opposition aux réalités alternatives du multivers. Et donc on a le vrai Deadpool. Ce coup-ci, la Deadpool Corp vient le chercher avec à sa tête Lady Deadpool, surnommée Lady Di, j'adore, parce que tous les Deadpool des différents multivers sont la cible d'un fou qui les tue à tour de bras. Et là, j'imagine que vous avez compris, cette fois notre Deadpool des 2 précédents opus est donc bien le méchant de l'histoire. Et ces quelques ingrédients en plus viennent relever le goût et finir cette trilogie, la massacrologie, d'une très bonne manière, sans qu'on ait l'impression de redondance. Finalement, ça change tout, que le point de vue ne soit pas celui des 2 précédents, et là où le plaisir était dans le massacre pur avant, c'est plus sur la découverte des différentes versions que va se poser notre regard dans celui-ci. Clairement, on monte en qualité à chaque nouveau bouquin. On passe en 2014, Bunn fera une presque pause, puisqu'il va faire une sieste avec des zombies, mais toujours accompagné de Deadpool. Je vous résume en vitesse. Dans Deadpool, la nuit des morts vivants, clairement un hommage au film de Romero, en VO c'est encore plus flagrant, Night of the Living Deadpool, Deadpool se réveille après des semaines d'inconscience et il découvre un monde ravagé par une apocalypse zombie. Il est plus ou moins seul, enfin il est jamais vraiment seul notre ami Deadpool, mais bref, il part à la recherche de survivants et par la même occasion il va essayer de trouver un remède. Autre particularité de Deadpool que je n'ai pas encore mentionné, et cette fois c'est son vrai pouvoir en gros, il a un facteur d'auto-guérison. Au moins aussi balèze que celui de Serval. J'en ai perdu quelques-uns là, on verra si vous avez la ref, sans tricher. Je t'ai vu commencer à taper sur Google là, non mais oh. Ce pouvoir va-t-il lui servir face à cette épidémie? C'est toute la question. Petit point à noter, plus du côté artistique cette fois, c'est en noir et blanc, sauf sur Deadpool. Et c'est très bien justifié, j'en dis pas plus, mais ça apporte pas mal à l'atmosphère. Et c'est Ramon Rosanas qui était au dessin et qui venait de faire Spider-Man 1602, un spin-off qui se passe, je vous laisse deviner l'année. Ça fait pas partie de la massacrologie, mais c'est toujours Cullen Bunn, et l'esprit qu'on trouve dans cet album est tellement dans la même veine que je me suis dit que c'était le bon endroit pour en parler. Et surtout, c'est ultra qualitatif, clairement c'est un des meilleurs de la liste d'aujourd'hui, même si je les aime tous, en vrai. Et donc je dois aussi parler de la suite, le retour du Deadpool vivant, sorti en 2015 entre février et mars. Et c'est toujours très bien, une suite efficace et super fun, je dirais du même niveau que La Nuit des Morts Vivants. Ici, c'est la suite directe du récit qu'on vient de suivre. Deadpool, qui je le rappelle, peut se guérir d'absolument tout, contamine maintenant les zombies qui le dévorent, et c'est eux qui deviennent des Deadpool. C'est n'importe quoi. Du génie, je suis désolé, ça va dans tous les sens, mais on adore. Bon du coup, ils ont tous sa conscience, sa capacité à se régénérer, et Wade va vouloir chercher à réparer son erreur parce que oui, c'est bien de sa faute, et par la même occasion empêcher la contagion de se propager davantage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ce niveau-là, franchement? Comment voulez-vous que je ne sois pas fan de cet abruti qui se goinfre de chimichanga? Il est même probable que je me sois fait tatouer sa tronche. D'ailleurs, un épisode avec un tatoueur, ça pourrait être une bonne idée. C'est pas comme si je ne connaissais pas. Peut-être même qu'une des meilleures personnes que je connaisse sur cette planète fait des gribouillis sur les gens. Je pense que oui, mais dites-moi quand même si ça vous plairait. Je reviens sur notre ami détraqué, et cette fois on fait un petit bond de quelques années, et Cullen rappelle celui avec qui il a commencé son ode au massacre, Dalibor Talajic, pour faire Deadpool remassacre Marvel. On est alors en 2017, là pour le coup on reprend vraiment la trame du premier, dans une nouvelle réalité, et Deadpool est manipulé, ce qui le pousse à tuer méthodiquement, encore une fois, ses coéquipiers, puis après il repart dans le massacre en tout genre, gentil, vilain, pas de différence. On joue à nouveau sur le plaisir coupable du massacre. Mais je dois bien avouer que, même si c'est divertissant, c'est peut-être pas le plus réussi. Je préfère l'évolution de Talajic sur les dessins, il est meilleur que dans le premier. Par contre, c'est un peu rébarbatif sur l'histoire, il faut être franc, et je pense qu'il manque le côté épique du premier. Bon, mais on va pas finir sur ça, ce serait pas ouf. Bah non, bien sûr, en 2025, et si vous écoutez Supplément de Chill, vous le savez déjà, on a eu le droit à Deadpool Massacre Marvel une dernière fois, toujours avec Cullen Bunn et Dalibor Talajic. Cette fois, ça nous promet la conclusion de la massacrologie. Officiellement, Marvel découpe ça en trilogie et ensuite en mini-série. Moi, je m'en fiche un peu. Je mets tout dans le même panier, les 5 massacres, les 2 morts vivants, c'est une seule et même grande veine, Cullen Bunn qui prend Deadpool et le pousse dans le gore, le méta et l'horreur, avec un sourire idiot et des chimichangas.
Bon là, on nous dit que c'est la fin en gros. Après avoir tué les héros d'un univers puis d'un autre, Deadpool revient et cette fois, il a vu plus large. Il va traverser le multivers et chasser des versions corrompues de héros Marvel. C'est toujours sanguinolent, drôle, très humour noir, et Wade commente sa propre escalade, accumule les confrontations absurdes et transforme chaque monde en un épisode de Freddy ou de Scream, jusqu'à essayer de finir le boulot une bonne fois pour toutes. C'est très satisfaisant en vrai, et après 8 ans, c'était un peu une surprise d'avoir un nouveau Deadpool Massacre. C'est parce que j'ai lu celui-ci récemment que ça m'a donné envie de vous parler de cette phase complètement loufoque qui fait clairement honneur au style des films d'horreur les plus célèbres. Bon, pour les lire en VF, c'est un peu le désordre aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, ils étaient tous dans la collection Marvel Dark, en dehors de celui de 2025 évidemment, mais cette collection n'existe plus depuis 2019. Alors on fait un point sur ce qui est dispo ou pas. Je vais commencer par le commencement. Deadpool Massacre Marvel, il a été réédité, on le trouve en version poche, et en fait dedans on a aussi le remassacre Marvel, donc les épisodes de 2012 et 2017. Si on devait les numéroter, ce serait comme avoir le 1 et le 4. J'imagine qu'ils ont mis ces deux-là ensemble parce que c'est Cullen Bunn et Dalibor Talazic. Ensuite, on a Deadpool Massacre Deadpool, également en version poche, mais il contient bien le Massacre les classiques. Donc là, on a le 2 et le 3. Bizarre, mais Panini Marvel doit avoir ses raisons de faire ça comme ça. Deadpool Massacre Marvel une dernière fois, ça, c'est tout récent. Il est dans la collection 100% Marvel depuis décembre 2025, et on le compte comme le numéro 5. Donc, la massacrologie, elle est dispo, vous pouvez vous jeter dessus. C'est juste pas dans l'ordre. Et point positif, les versions dites poche coûte vraiment moins cher, je crois que c'est moins de 8 €, genre 7,90 €. Deadpool, la nuit des morts vivants et le retour du Deadpool vivant, vous avez le choix, soit il faut chercher dans l'occasion, et je vois sur internet qu'on le trouve entre 4 et 20 €, soit vous avez une réédition de 2020, je sais pas si elle est encore dispo, mais je pense, et les deux histoires sont réunies dans un Marvel Deluxe. Après, si vous trouvez un lot avec tous les Marvel Dark, franchement allez-y, dedans il y a du très bon, parce qu'il n'y a pas que du Deadpool, il y a du Venom, Carnage, Thor, le meilleur Magneto, Hulk, Spider-Woman, et plein d'autres. Comme je le disais, j'ai lu le dernier très récemment, j'aime beaucoup les films d'horreur et l'hommage que ça leur rend. Et ce que j'aime avec ces récits-là, au-delà du gore, de punchlines grotesques, des litres d'hémoglobine versés pour la beauté du geste, c'est ce que ça raconte en douce sur l'univers des super-héros. Parce que chez Marvel, plus que chez DC, je pense, c'est une machine à mythes, où on trouve des icônes, des symboles, des règles tacites, et normalement, quand ça meurt plutôt propre. D'ailleurs, ça meurt puis ça démeure très vite. Et ben la massacrologie, elle vient en étant ultra mal polie, elle crache dans la soupe, elle est punk, et elle fait pas semblant. Bunn a lâché son chien enragé au milieu du poulailler, et il sait qu'il devrait pas le faire. Comme une expérience pour voir si ce ni héros ni vilain peut repeindre les murs avec des entrailles sans que le berger vienne le gronder. Oh là là, mais quel poète je fais, moi. Je suis vraiment un génie. En vrai, il met les doigts sur la violence aseptisée des super-héros, celle qui fait de grands combats, de grandes pauses, de grands discours, mais qui évite souvent de regarder la conséquence réelle d'un corps qui tombe. Là, ça tombe, et ça fait pas très propre. Et il vise aussi notre rapport de lecture, parce que, soyons honnêtes, si on ouvre ce genre d'histoire, c'est aussi pour voir jusqu'où ils osent aller. Donc, Deadpool nous regarde, nous aussi, et il nous dit « Tu voulais du spectacle ? Tiens, tu vas être servi, mon cochon !» En fait, je trouve que c'est plutôt malin, parce que c'est pas juste Deadpool tue tout le monde. C'est plutôt Deadpool casse tous ses jouets. En gros, on imagine que les héros, c'est un peu comme une vitrine, qu'on pense intouchable, ils sont derrière la vitre. Bah lui, justement, la vitre, il l'explose, et avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pas pour être profond, mais finalement, ça veut quand même dire quelque chose. Et à la fin, moi je retiens, ces histoires ne remplacent pas le Marvel classique, elles sont pas là pour être canon, pour être la vérité, pour dire voilà ce qu'il faut croire, elles sont là pour faire un truc que les super-héros font rarement, assumer la transgression à fond, on pousse les potards au maximum, et nous rappeler que tout ça, c'est une fiction. Une fiction qu'on adore, une fiction qui se prend parfois très au sérieux, et qui a besoin, de temps en temps, d'un type en rouge et noir qui débarque avec des katanas, des blagues nulles à chier et une idée terrible, et si on cassait tout. Et pour massacrer ces icônes-là, il faut aussi les connaître, les comprendre, les respecter un minimum. On ne joue pas avec les symboles si on n'a aucune fascination pour eux. Allez, on range les lames, on éponge la mare de sang, on désinfecte, et maintenant, je veux savoir, vous, dans cette massacrologie, c'est quoi votre préféré? Le premier Carnage, les classiques, le multivers de Deadpool, les zombies, le remassacre? Vous me dites ça, et on se retrouve très vite pour un épisode où, promis, on fera peut-être un petit peu moins de dégâts,
Mercredi prochain, il y a un invité qui lui aussi est dans le comics. Ça sera vraiment très cool, donc restez connectés mes petits geekouniou. Et dimanche, forcément, pour un supplément de chill, comme d'habitude, on se posera et on parlera de mes lectures et mes visionnages. Oubliez pas de mettre 5 étoiles, c'est toujours à prendre, ça me fait très plaisir. Des petits commentaires, abonnez-vous, écoutez en masse, partagez. Vous êtes trop geekouniou, vous êtes trop mignons, je vous adore. Merci de faire tout ça pour moi. Ciao ciao les geekouniou. À très vite et faites attention parce que les chimichangas ça fait péter. Hasta la vista, baby. Hashtag c'est moi qui ai pété.